Cool. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être ici devant vous. Merci à l'équipe d'avoir pensé à moi. En tant que musicien, évidemment, le rythme est au centre de ma vie. Et même la musique elle-même aussi là, est vraiment au centre de ma vie depuis toujours. Mes deux parents sont des musiciens amateurs. Mon père est guitariste et ma mère est chanteuse. Et dans ma prime enfance, disons que mes premières expériences avec la musique, je pourrais citer Passe-Partout. Je pourrais aussi vous parler des carousels McDo qui faisaient de la musique. Je m'assisais là-dessus, puis j'improvisais des textes sur les mélodies. Je pense que ça a ouvert mon oreille musicale. Et le génie François Pérusse aussi, qui a certainement contribué à mon oreille musicale. Donc, je pourrais dire que la musique, c'est ma religion, vraiment, profondément. Vers 10 ans, j'ai vu Michel Courtemanche jouer sur une batterie invisible et je me suis dit, moi aussi, c'est ce que je veux faire. Donc, vers 16 ans, j'ai acheté ma première batterie en décembre 2000 et c'était parti. J'ai plus jamais arrêté de jouer. Vous m'avez peut-être connu dans quelques projets musicaux, notamment Le Gang Cannibal ou Maudit Vera. Et c'est la batterie à cette heure que je joue en studio. Donc, ça fait plus de 20 ans de rock. L'exposé va être en deux parties. Tout d'abord, l'histoire de la musique et en deuxième partie, ça va être plus la musicothérapie, donc les effets de la musique sur le corps selon la science. Selon les anthropologues, en fait, la musique existe depuis 100 000 ans, euh, donc depuis que les humains se rassemblent en tribus. Mais en fait, on peut remonter à plusieurs millions d'années pour voir l'apparition de l'oreille chez l'être humain, parce qu'il nous faut des oreilles pour écouter la musique. Donc, en 2007, en Chine, on a retrouvé le chaînon manquant de l'évolution de l'oreille, qui est vieux de 125 millions d'années, un fossile de petits mammifères qui était une version primitive de trois os de l'oreille moyenne. Et cette découverte fait la preuve que ces os ont évolué à partir de la mâchoire des reptiles. Et par la suite, la musique, en fait, serait venue avant même le langage. Et selon Stephen Mitton, un anthropologue de l'université de Reading en Angleterre, c'est l'homme de Néandertal qui aurait inventé le langage. Les Néandertaliens étaient capables de chanter et leur mélodie leur tenait lieu de langage. Donc, c'est la musique qui a permis l'expression des premières émotions humaines. Le langage a d'abord servi à communiquer des émotions, plutôt qu'à simplement échanger des informations factuelles. Ce n'est que par la suite que les mots se sont découplés du chant et ont pu se découpler en émotions. Il y a quelques pièces archéologiques qui nous permettent de confirmer certaines hypothèses. Donc ici, je vous présente le plus vieil instrument qu'on a trouvé à ce jour. C'est une flûte sculptée dans un os d'ours, donc une flûte qui a 37 000 ans. Pour l'instant, c'est la plus vieille qu'on a trouvée. Ça ne veut pas dire que la musique n'existait pas avant, mais au moins, on a quelques traces. Donc, la musique est le premier langage universel de notre espèce. Elle occupe une place centrale dans notre vie. La musique est là pour accompagner l'histoire, donc c'est-à-dire les moments importants, la vie, la mort, les joies et les peines de chacun des individus de la communauté. Et son plus grand pouvoir, c'est celui de nous unir. Donc la musique a vraiment un rôle de ciment social depuis l'origine. D'ailleurs, dans la mythologie, d'après les Égyptiens, le dieu Thoth avait créé le monde en poussant un grand cri. Dans l'Ancien Testament, Jéricho est détruite par le bruit des trompettes. Le roi hébreu David prenait sa harpe pour calmer les crises de terreur de Saul. Et dès la plus haute antiquité, le son est décrit comme créateur ou destructeur. Donc, les instruments de musique sont utilisés depuis au moins l'Antiquité, même si c'est la voix qui est le premier instrument musical de l'humanité. D'ailleurs, tout le monde possède cet instrument à l'intérieur de soi. D'ailleurs, le premier exemple de notation musicale vient de l'Irak actuel et a au moins 4000 ans, donc c'est une pièce musicale en gamme diatonique. Et plus tard, les Grecs vont élaborer un système de notation au moyen duquel ils étaient capables de représenter la hauteur et la durée du son, mais pas les harmonies. À cette époque, il existait déjà des musicothérapeutes qui influençaient l'humeur en utilisant divers instruments, comme les cordes, c'est-à-dire la harpe, la lyre, le luth, les vents, comme les flûtes, ou les percussions. D'ailleurs,
ceux qui sont musiciens dans la salle, les 7 modes musicaux utilisés en musique occidentale portent les noms de cités ou de régions grecques ioniens, doriens, phrygiens, lydiens, mixolydiens, éoliens pour le dieu du vent et locriens. Ici, celui que vous voyez, c'est Pythagore qui a fondé son école philosophique, scientifique, politique et initiatique, qui est organisée en une communauté végétarienne sur l'île de Samos. Et son système philosophique est centré sur l'harmonie, donc un équilibre de proportions simple emprunté à la musique. Et comme il existe l'harmonie dans le macrocosme et le microcosme, en reposant sur les lois du nombre, la musique était intégrée alors aux mathématiques. Pythagore est l'inventeur de la gamme musicale, du monocorde ainsi que de la lyre, qui est un instrument à 7 cordes. Donc, c'est une véritable science semblable à l'astronomie. C'est lui aussi le premier qui aurait parlé de la légendaire musique des sphères, donc la musique des astres célestes. Et Pythagore va démontrer là, plusieurs formules mathématiques qui nous servent encore aujourd'hui dans la musique. Les divers systèmes de notation d'origine grecque vont tomber dans l'oubli après la chute de Rome. Et ce ne fut qu'aux environs du 9e siècle, sous l'égide du chant grégorien, qu'apparut en Europe un nouveau système, le neumatique, que vous pouvez voir en haut à gauche, donc qui est dérivé du marquage syllabique de la poésie latine. Par contre, cette notation-là n'évoque ni les hauteurs, ni les rythmes exacts. Donc, on a une idée de la mélodie, mais c'était plutôt suggestif et pas très précis. Par la suite, plusieurs théoriciens vont continuer à préciser la musique. Et durant le Moyen Âge, on ne distingue pas les sciences des arts. Ce groupe de connaissances et de réalisations est donc imbriqué dans 2 modules éducatifs nommés trivium et quadrivium qui constituaient les arts libéraux. Le trivium comporte 3 disciplines, la rhétorique, la grammaire et la dialectique. Donc, c'est un groupe de savoirs qui est destiné aux arts du langage. Et le quadrivium qui comporte 4 disciplines, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique, qui est destiné à l'apprentissage des sciences des nombres. Jusqu'au milieu du 13e siècle, l'Europe fait l'objet d'une forte laïcisation des arts, en accord avec la perte de prestige de l'Église. Parce que jusqu'alors, l'écriture musicale se développe presque exclusivement dans les cercles religieux. Hors de ce cadre, la musique populaire de tradition orale vit un riche essor polyphonique qui requérait alors une écriture différente. Évidemment, l'invention de Gutenberg, de la presse imprimée en 1434, va permettre de partager à travers le monde des partitions musicales. Et en 1599, va être fondée en France la Corporation des faiseurs d'instruments de musique. Et c'est à partir de cette époque que le système tonal commence à être établi. 2 scientifiques ou philosophes qui vont beaucoup influencer la musique. Tout d'abord, l'Allemand Johannes Kepler, qui a étudié la religion, l'éthique, la dialectique, la rhétorique, la physique et l'astronomie, publie son œuvre L'harmonie des mondes, dans lequel il expose conjointement à ses études astronomiques la thèse selon laquelle chaque planète émet un son déterminé par sa vitesse angulaire lors de sa course autour du Soleil. C'est ce qu'on a appelé la musique des sphères. D'après ses calculs, les mélodies de Vénus et de la Terre varient d'un intervalle d'un demi-ton, pour ceux que ça intéresse. Parfait, vous m'en redonnerez des nouvelles. Le deuxième, c'est l'abbé Marin Mersenne, philosophe, musicien, physicien, théoricien français d'un ordre religieux des Minimes et condisciple de Descartes avec qui il correspond. Et c'est lui qui effectue les premières mesures de la vitesse du son à l'aide d'un canon. Il montre que celle-ci est indépendante de la puissance de l'explosion et de la distance, mais son estimation, 450 mètres par seconde, est trop élevée. Donc, selon la science moderne, en vérité, la vitesse du son atteint 341 mètres par seconde, c'est-à-dire 1227 km à l'heure. Mais quand même, l'abbé Mersenne, on lui doit les premières lois de l'acoustique, qui est la science du son. Par le suite, vont émerger des nouveaux instruments. S'il y a des questions là-dessus, je pourrais y revenir avec plaisir. On arrive au 19e siècle. Le philosophe allemand Friedrich Hegel, dans sa série de cours sur l'art donnés à Berlin, je dirais entre 1818 et 1829,
décide de classer les 5 principaux arts en fonction de critères, ceux de l'expressivité et ceux de la matérialité. Donc pour lui, le premier art est l'architecture, parce qu'évidemment, les humains se construisent des maisons tout d'abord, c'est comme le besoin le plus essentiel. Et plus qu'on avance, bien, plus que l'art devient éphémère, invisible, impalpable. Par la suite, au 20e siècle, on va ajouter d'autres arts, donc les arts de la scène, le cinéma, les arts médiatiques et la bande dessinée. Évidemment, on aurait pu parler du rythme de chacune de ces formes d'art-là, mais aujourd'hui, c'est le 4e art qui nous intéresse. Et il y a même un débat aussi pour ajouter un 10e art, qui est celui des jeux vidéo, le multimédia et l'univers numérique, qui mériterait aussi d'être classé dans cette hiérarchie des arts. Notre lien avec la musique débute dans le ventre de notre mère. Son rythme cardiaque est le premier métronome de notre vie. Je vous invite à focusser particulièrement sur la première image à gauche. Les bébés sont capables de percevoir la musique de toutes les cultures. Les bébés mémorisent mieux les notes quand elles sont séparées de distances inégales et qu'ils préfèrent la consonance, donc des sons acoustiquement cohérents ou qui sont accordés, contrairement à la dissonance. Les bébés et les adultes focalisent leur attention sur l'organisation temporelle relative des notes, à savoir le rythme, plutôt que sur les durées absolues de chaque note. Ainsi, on reconnaît une mélodie grâce à son rythme, même si elle est chantée de façon différente. La même mélodie, mais pas le même rythme et pas la même hauteur. Bien avant de naître, le bébé mémorise les œuvres musicales et peut ensuite les reconnaître même 1 an après sa naissance, même lorsqu'elles n'ont jamais été rejouées. Il préfère également entendre la voix de sa maman chanter que parler. La musique serait donc le premier aspect du langage que les bébés apprennent à reproduire. Et j'ai même lu récemment chez Michel Rochon que le timbre, ou plutôt la hauteur de la voix de la mère, influencerait nos goûts musicaux avant même notre naissance. Ah, mystère. Vous avez sans doute entendu parler de l'effet Mozart. Ça a apparu en 1993 pour la première fois dans la revue scientifique Nature. Et en 2013, il y a un scientifique de l'université Harvard qui a décidé de répondre à cette question-là. Donc, il a repris les études et il n'en a relevé que 5 qui établissent vraiment un lien de causalité entre l'intelligence et la musique. Et selon lui, il y en a une seule qu'il considère valable. Puis après une année de leçons de musique, dans le fond, le QI des enfants augmentait seulement de 2,7 %. Donc, c'est finalement très, très peu. Donc, il affirme que le quotient intellectuel ne s'améliore pas vraiment au gré des leçons de musique, mais il y a quand même des avantages de s'y mettre. Donner un élan à sa créativité, apprendre la discipline et développer une meilleure estime de soi. Donc, je vous l'apprends aujourd'hui, l'effet Mozart est un mythe. C'est plutôt l'impact d'une musique agréable et plaisante, même le heavy metal, qui est efficace. La musique qui nous est agréable, peu importe laquelle, a plus d'effets positifs sur un individu. Et là, la troisième image, attention au charlatanisme. Si on vous dit qu'il y a des bonnes et des mauvaises musiques, c'est faux. C'est absolument faux. Il n'y a pas de mauvaise musique. Il n'y a pas de musique supérieure. La musique qui importe est celle qui vous fait vibrer personnellement. Et peut-être une statistique qui pourrait vous intéresser aussi au niveau des enfants prodiges, c'est 1 personne sur 5 millions. Quelques mots sur le cerveau. L'aire de Broca, qui est connue pour son rôle du traitement dans la musique, qui est très active dans le traitement des structures syntaxiques musicales, y compris chez des auditeurs non musiciens. Donc, ça démontre que les musiciens ne sont pas les seuls à utiliser les aires du langage de l'hémisphère gauche pour traiter la musique. Je vais faire ça brièvement pour le cerveau. L'hémisphère gauche, qui est celui du langage et de la connaissance ou de l'analyse de la musique, donc c'est par lui qu'on est capable de nommer une œuvre, et l'aire la plus cruciale pour l'accès à la mémoire sémantique
et au concept est la partie antérieure du lobe temporal, en particulier de l'hémisphère gauche. Et puis l'hémisphère droit, donc, est celui de la perception de la musique. C'est lui qui nous permet de reconnaître une mélodie. Certains travaux ont mis en évidence des similarités de traitement de la musique et du langage ou l'implication de régions cérébrales identiques pour la mémoire des mots et la mémoire musicale. Il y a des gens, et ce n'est pas de leur faute, pour qui la musique ne les touche pas. C'est je ne dirais pas une maladie, là, mais une condition, merci, qui s'appelle l'amusie. L'amusie touche entre 2,5 et 4 de la population. Parmi eux, on peut retrouver le rebelle Che Guevara ou l'économiste Milton Friedman. Depuis 2002, ce trouble est étudié de façon plus systématique et les différentes études ont montré que ce dysfonctionnement ne résulte ni d'un manque d'éducation, ni d'un manque de culture, ni d'un déficit auditif, comme une surdité. Donc, les amusiques présentent des difficultés pour danser ou garder un rythme. Peut-être qu'ils vont se reconnaître dans la salle. C'est Isabelle Peretz, co-directrice du BRAMS, le laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son de Montréal, qui a fait ses travaux là-dessus. Sylvie Hébert, elle, travaille sur les acouphènes, qui affectent 15 de la population, et aussi sur la façon dont le cerveau s'adapte au changement du système auditif à la suite d'une perte d'audition. Donc, la musique touche 4 de la population. Pour les autres, la musique stimule l'apprentissage, la mémoire, la plasticité cérébrale, les émotions et la motricité. Dans mon mémoire sur la musique métal, je me suis beaucoup intéressé aux décibels, à la puissance du son. Il y a quelques lectures qui disaient que la musique rock allait carrément détruire le canal auditif des gens. Donc, je me suis intéressé vraiment à la puissance du son, ce qui se calcule en décibels. Donc, vous voyez ici, au-delà de 85 décibels, les sons deviennent nocifs et peuvent être à l'origine de troubles auditifs. Donc, les concerts rock, disons, sont environ à 100 décibels. Donc, on n'atteint pas encore le 120 qui est le moteur à réaction ou des sons encore plus forts comme l'explosion d'une bombe atomique, par exemple. Mais quand même, il n'y a aucune piste scientifique là, qui démontre que de la musique forte pourrait vraiment là, vous détruire, sauf si vous en écoutez 24 heures sur 24. D'ailleurs, j'ai un petit flash, l'armée américaine a utilisé de la musique métal pour faire de la torture. Donc, différents contextes, mais une mauvaise utilisation, disons. Oui, ils ont mis de la musique pop. Et les artistes se sont fâchés justement qu'on ait utilisé leur musique, évidemment, pour torturer des gens. Un autre petit aspect scientifique, c'est la fréquence du son qui se mesure en Hertz. Donc, le registre de l'audition humaine s'étend généralement entre 16 Hertz, le son grave, et 20 000 Hertz pour le son aigu. Et grâce à nos deux oreilles, merci la symétrie, le son est en stéréophonie. En comparaison, le chien peut entendre jusqu'à 40 000 Hertz, le dauphin à 80 000 Hertz et la chauve-souris jusqu'à 100 000 Hertz. D'ailleurs, c'est ce qui lui permet de se déplacer dans l'espace. La musique agit sur le cerveau de multiples façons. Elle renforce la mémoire et la coordination motrice. Chez l'enfant, elle facilite l'apprentissage de la lecture et de la concentration. La musique facilite la lecture ou l'apprentissage des langues. Elle favorise l'intelligence émotionnelle. Parce qu'elle active un réseau complexe d'air cérébral, cela explique qu'elle influe sur de nombreuses fonctions cognitives et mnésiques ou encore sur le langage. Donc, la musique stimule diverses compétences chez celui qui la pratique. Non seulement l'apprentissage d'un instrument permet de développer la coordination motrice, la mémoire et la concentration, mais elle améliore également l'humeur, car la musique est un lien social privilégié. Ainsi, la musique permet de renforcer les liens entre les humains. Même si elle est invisible en dehors de ses ondes acoustiques et vibrations subtiles, la musique peut influencer notre corps. Par exemple, elle réduit les concentrations sanguines en hormones du stress, le cortisol, qui
qui est indispensable et bénéfique parce que ça permet à l'organisme de réagir correctement. Et la musique fait aussi disparaître les tensions accumulées. À ce sujet, il faut absolument s'intéresser davantage au système limbique dans le cerveau, le centre des émotions et le complexe amygdalien. Mais ça, c'est un peu au-delà de mes compétences. En ce sens, les neurosciences cognitives actuelles ont déjà confirmé que la musique agit comme un neurostimulateur et un neuroprotecteur. Grâce à ces recherches, il s'agit de démontrer que la musique stimule la plasticité cérébrale et contribue, par la réorganisation des circuits neuronaux affectés, à améliorer la récupération de la motricité ou de la parole. Dans le cerveau, il y a 4 principales hormones. La dopamine, qui est un neurotransmetteur indispensable au mouvement. L'endorphine, le circuit du plaisir et de la récompense, un neurotransmetteur qui se rapproche aux effets semblables à l'effet des opiacés, comme la morphine, d'où une certaine sensation de bien-être et une puissante action analgésique. Il y a aussi l'ocytocine, souvent appelée l'hormone du bonheur. Les récepteurs sont directement reliés au mécanisme du plaisir et de la récompense. Donc, c'est le plaisir d'être ensemble, de participer à des interactions sociales, de vivre des relations apaisées. Et la 4e hormone sur laquelle la musique a une action, c'est la sérotonine, un neurotransmetteur ayant une action sur le système émotionnel, l'anxiété, la régulation de l'humeur et le sommeil. Donc, l'effet anti-stress de la musique sur les récepteurs, en fait, ne dépend pas tellement du goût personnel pour la musique qu'il entend, mais vraiment la musique en soi a un effet sur le cerveau. Elle peut aussi nous agiter si sa structure rythmique est nerveuse et si elle comporte des dissonances. La musique peut également réduire l'activation des zones cérébrales impliquées dans les émotions négatives. Il y a plusieurs études qui sont menées actuellement à l'Université McGill par Robert Zatorre. Donc, en bref, écouter de la musique ou en faire déclenche des effets neurobiologiques qui provoquent à la fois plaisir, détente musculaire, apaisement psychique et affermissement des liens sociaux. Donc, l'écoute et la pratique de la musique peuvent modifier la structure du cerveau qui possède la capacité de réagir, de se restructurer et de se recomposer en fonction du contexte. Et selon la science actuelle, la musique a un effet thérapeutique incontestable dans certaines pathologies. Je vais vous donner 4 exemples. Tout d'abord, elle améliore la récupération de la parole chez les personnes victimes d'un accident vasculaire cérébral. Elle reste l'un des derniers liens qui relie au monde les personnes atteintes d'Alzheimer, en plus de préserver les personnes du déclin cognitif dû au vieillissement de cette maladie. Troisièmement, elle peut aider à établir une communication avec les personnes autistes par des jeux musicaux rythmiques. Et quatrièmement, dans le cas de l'insomnie, selon des résultats d'études cliniques effectuées auprès des personnes âgées, la musicothérapie pourrait faciliter l'endormissement, diminuer le nombre de réveils, améliorer la qualité du sommeil et en augmenter la durée ainsi que l'efficacité. Dans certains cas, elle peut prévenir la maladie. Pratiquer la musique stimule les circuits neuronaux de la mémoire et suggère que la pratique musicale serait un stimulant qui permet de lutter contre les effets du vieillissement cérébral. C'est aussi ce que suggèrent diverses études montrant que les sujets âgés ont une pratique musicale, qui ont une pratique musicale ont moins de risques de présenter une pathologie neurodégénérative. L'expérience musicale est particulièrement riche parce qu'elle combine des informations sensorielles, mnésiques, émotionnelles et motrices qui produisent dans notre cerveau une symphonie neuronale unique et persistante. Donc, vous voyez ici quelques bienfaits de la musique et j'arrive déjà à ma conclusion. J'espère vous en avoir appris davantage sur la musique et ses effets. Donc, je vais vous donner quelques suggestions de lecture si vous voulez en savoir davantage. Donc, tout d'abord, des auteurs québécois. Michel Rochon, que j'ai cité à quelques reprises, là, ces 2 livres-là sont vraiment des indispensables. Le deuxième, s'il y aurait une suggestion en lien avec le thème du rythme, ça serait justement Antoine Ouellette, Pulsation, petite histoire du beat. Donc, pour les drummers dans la salle, c'est peut-être un indispensable. Et Guylaine Vaillancourt, qui a sorti un livre et un DVD sur la musicothérapie et le développement de l'enfant.
Pour le niveau intermédiaire, donc je vous suggère le Que sais-je sur la musicothérapie. Le philosophe français Michel Serres a fait une belle œuvre sur l'évolution de la musique. Donc, il parle vraiment de la musique des sphères et le son que le Big Bang aussi a fait dans l'univers. Je vous ai parlé aussi tantôt du rythme cardiaque de la mer. Donc, il va comme ça jusqu'à aujourd'hui. La musique est vraiment omniprésente dans nos vies. Et le troisième, il y a plusieurs revues consacrées évidemment à ce thème-là. Et pour le niveau expert, Olivier Sacks, psychanalyste, qui a eu dans son bureau des cas vraiment particuliers, comme mettons des gens qui ont eu une fracture du crâne et puis tout à coup sont devenus des pianistes de concert sans jamais avoir touché l'instrument. Donc ce livre-là est bourré d'anecdotes comme ça, c'est vraiment intéressant. Le cerveau de Mozart, ça aussi, c'est particulier, parce que Mozart, vous savez qu'il a fait sa première symphonie à 5 ans, faisait ses concerts assez jeune, puis lui-même avait un cerveau vraiment particulier. Une anecdote en particulier, là, il est allé avec son père écouter une cantate dans une église, donc c'est la première fois qu'il entendait cette œuvre-là. Il avait peut-être 7 ou 8 ans. Il revient chez lui et il a retranscrit, note par note, cette œuvre après une seule écoute. Et le premier livre, surtout peut-être pour les philosophes, Gilbert Rouget, qui s'intéresse beaucoup à la catharsis et à l'extase. Donc déjà là, dans son livre, il fait une distinction entre la transe et l'extase. Et donc, il parle beaucoup là, de certaines spiritualités qui utilisent le tambour pour partir en transe. Et d'ailleurs, c'est le rythme qui permet de partir en transe pour les chamans. Et je termine avec des citations. Richard Wagner, la musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots. Victor Hugo, la musique, c'est du bruit qui pense. Mon philosophe préféré, Nietzsche, la vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Et je terminerai avec Félix Leclerc. Chante, chante, et le Québec ne mourra pas. Merci. On termine cette conférence avec une période de questions. Si vous avez des questions sur la large couverture du rythme et de la musique, Jean-François nous propose aujourd'hui. Moi, j'ai quelque chose à dire, c'est pas une question, mais ça m'a remémoré quelque chose. J'ai eu un copain qui aimait la musique, qui dansait, puis qui était dans la chorale avec nous, mais il était vraiment capable de faire un rythme régulier, mais pas dans le rythme. Ah ouais. Puis moi, j'essayais de faire ça, j'étais incapable. Je suis capable de pas faire le rythme, mais ça va être comme irrégulier. Oui. Lui, il était capable d'avoir un beat régulier en dehors du beat qui était là. Puis ça, je trouvais ça fascinant. Puis quand il chantait, il faussait. Puis même si on lui apprenait, mettons, à chaque fois, ben, la fois d'après, il allait fausser encore. Il était comme incapable de pas fausser. Mais il aimait la musique. OK, quand même. Fait qu'il était comme à moitié à musique. Oui, la musique, c'est ça. Il était à moitié atteint. Il aimait la musique, il était sensibilisé à ça, mais il y a peut-être C'est fascinant, c'est très difficile de ne pas être dans le rythme. Pas pour tout le monde. Mais oui, c'est vrai que c'est drôle. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai vu. Oui. Moi, j'ai pas souvent entendu, j'ai entendu une fois, mais je l'ai répété à plusieurs fois. Ça a peut-être moins rapport avec le rythme, mais un moment donné, on m'a dit que la dernière chose qu'on entend, c'est le dernier sens quand on décède, c'est le goût. Et puis, on disait qu'il y a des études, mettons, qui démontraient que c'était apaisant pour la personne de quitter sur une musique qu'elle avait écoutée, mettons, tout au long de sa vie. Puis, je ne sais pas si c'est quelque chose qui était familier. j'ai jamais entendu parler de cet aspect scientifique-là. Moi, je pensais que c'était la vue. Je pensais que c'était la dernière image qui s'imprégnait sur notre rétine de l'œil. Mais pour Louis, vraiment, là, vous m'apprenez quelque chose d'intéressant. Évidemment, c'est sûr que la musique peut accompagner la mort, mais de savoir que la dernière mélodie résonne dans notre esprit plus longtemps, c'est quand même intéressant. Ça m'avait vraiment frappé, ce côté-là, parce que c'est ça, il y a des études apparemment qui démontrent ça, le côté accompagnateur de la musique. Puis, quand
Non, c'est ça. Malheureusement, la science médicale peut-être sous-estime le pouvoir de la musique. On commence à l'utiliser dans certaines salles de chirurgie parce qu'on voit que c'est vraiment un analgésique, qu'il y a vraiment une façon que la musique permet de diminuer l'intensité de la douleur. D'ailleurs, plusieurs athlètes ou sportifs utilisent la musique dans leur entraînement justement pour se pousser encore plus à bout et de diminuer l'effet de la douleur. Mais j'espère qu'un jour, le corps médical sera plus ouvert à la place de la musique plutôt que faire place au silence et à la mort de l'ambiance. Merci du commentaire. Mhm. Oui, oui, ben, ça vous a connecté à vos émotions, puis à être plus près de... Oui. C'est quel genre de musique? OK, c'est de la musique classique. Oui, merci pour le commentaire. Dernière question. Oui, je me demandais, tu as donné plusieurs bienfaits que la musique apporte autant Oui. au niveau psychique que physique, mais je me demandais, tu sais, par exemple, tu disais que ça favorisait l'apprentissage, la mémoire, l'intelligence émotionnelle et l'endormissement, mais est-ce que tu sous-entends que ça favorise ces choses-là pendant qu'on écoute de la musique ou si on en écoute régulièrement? C'est une très bonne question. C'est sûr que l'effet il est plus direct quand c'est pendant qu'on écoute de la musique, qu'il y a vraiment comme une relation qui s'établit entre la forme d'art et notre état de bien-être. Euh, Pour plusieurs personnes, écouter de la musique en même temps qu'on apprend quelque chose, ça peut être extrêmement dérangeant, mhm. alors que pour d'autres, ça les aide à se concentrer. C'est une question d'habitude, là, surtout, je pense notamment au sommeil, là, à l'insomnie. Ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont habitués à mettre la fan dans le tapis avec un gros bruit de fond, là, alors que d'autres préfèrent justement la musique ou d'autres le silence. Mais c'est une bonne question là, que tu poses. Je n'ai pas de réponse précise là, à cette. En fait, chaque individu est vraiment aussi différent selon son contexte et son expérience de vie. Là. Si des gens sont nés sur le bord d'une traque de chemin de fer, sont peut-être habitués à avoir du bruit pour les endormir, alors que d'autres qui sont nés en campagne ont besoin du silence pour trouver le sommeil. Mais je pense que ça dépend vraiment des expériences de vie là, de chaque individu. Mais je vous suggère quand même d'essayer la musique pour améliorer votre qualité de sommeil, votre qualité de vie. Puis pour les effets à long terme, bien, il y a les études démontrent que quand on pratique la musique, ça développe le corps calleux, donc la partie qui relie l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Donc, tous ceux qui pratiquent la musique ont un cerveau plus développé. Puis, il n'y a pas d'âge pour commencer à pratiquer la musique. Donc, ça, c'est mon conseil de la journée. Là. Il n'y a pas d'âge pour commencer à jouer de la musique. Allez-y. Il y a de la musique qui, pour certaines personnes, est apaisante, alors que ça horripile d'autres mondes. Ouais. Au gré de tes lectures, Ouais. est-ce que tu sais si c'est à cause de comment la musique est structurée, la lecture des sons, etc., et ou par association à Mhm. ce que ça représente, ce que ça véhicule comme. On prend Zenfield, mettons. Il y en a qui adorent ça, puis il y en a d'autres qui sont au courant. Ouais, ouais. Je me suis toujours posé la question si c'était la nature même de la musique ou ce qu'elle véhicule. Ben, je dirais que c'est une partie des deux. Une partie des deux, c'est-à-dire que l'expérience personnelle, donc le côté subjectif de notre relation avec la musique va influencer nos goûts musicaux. Si vous avez un voisin qui écoute du heavy metal à 4 heures du matin, peut-être que vous allez détester cette musique-là sans vraiment prendre la peine de l'écouter. Puis c'est sûr qu'il y a des musiques, le côté objectif, des musiques qui ont des dissonances
à l'intérieur, ou des musiques au 20e siècle, là, on a appelé ça la musique atonale, donc des musiques qui n'ont pas de tonalité, comme le sérialisme. C'est des musiciens qui prennent les 12 sons présents dans la gamme et qui les agencent de façon mathématique ou par hasard. Donc, ça donne des musiques assez désagréables pour certains à l'oreille, mais il faut quand même avoir une expérience musicale qui nous permette une ouverture d'esprit aussi pour plonger dans ces musiques-là. Donc, je dirais, il y a un côté objectif et un côté négatif, mais c'est sûr qu'au-delà de notre goût musical, comme je disais tout à l'heure, la musique a vraiment un effet anti-stress au-delà du fait qu'on aime le classique ou non, par exemple. Puis comme je disais tout à l'heure, l'effet Mozart, c'est un mythe. Donc, c'est vraiment la musique qui nous plaît qui a un effet positif sur... donc, si dans ton enfance, ton père t'a fait écouter là, du Olivier Messiaen ou du Xenakis, qui est un architecte qui appliquait ses méthodes mathématiques à la musique. Donc, disons que ces gens-là vont peut-être être un peu plus ouverts d'oreilles envers des musiques plus ambiguës. Puis là, aujourd'hui, on n'a pas eu l'occasion de parler de la musique indienne aussi. Comme j'expliquais à Guillaume, sur un piano, entre chaque note dans la musique indienne, il y a 3 autres sons. Il y a des quarts de ton. Nous, on a des demi-tons, mais eux, ils ont des quarts de ton. Notre oreille occidentale n'est pas développée pour ça, malheureusement, mais eux, ils ont une expérience encore plus particulière de la musique. Donc là, on voit... Intéressant. Pas de problème. Pas de problème. Mm-hmm. 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 Intéressant. Ça crée des beaux souvenirs aussi par rapport à cette musique-là qui devient très touchante. Bonjour. Merci de dire pour la présentation, c'était très intéressant. Comme Madame a dit, je pense que c'est la vie de la plupart d'entre nous. Moi, ma question, c'est peut-être un peu en relation avec celle du monsieur, mais je voulais savoir est-ce que la musique n'a pas un impact sur le comportement des personnes? Parce que souvent, les ados, quand ils commencent à suivre des trucs, peut-être de rock, j'en sais rien, mais après, ça change leur comportement. Tu as l'impression un peu de celui qui était calme, astagique, devient un peu agité, très critique, très, il veut sa liberté. Ça peut-être une relation avec le fait d'être ado, peut-être. Oui, exactement. Je me dis, est-ce que la musique n'a pas un impact sur notre comportement à nous? Oui, c'est intéressant comme question. Évidemment, c'est sûr que l'adolescence est une période troublée dans laquelle on développe notre identité. On n'est pas encore un adulte. On développe nos goûts musicaux, nos goûts culturels. C'est surtout à l'adolescence que ça se précise. Donc, c'est sûr que la musique peut être influençable dans ce sens-là. Mais surtout, je pense qu'à l'adolescence, c'est le côté communautaire, l'esprit de groupe. Donc, on s'associe à des musiques un peu plus rebelles, tout d'abord pour contester l'autorité parentale, mais deuxièmement pour justement avoir un sentiment d'appartenance à un groupe précis, que ce soit les rappeurs, les rockers, les amateurs de country peut-être. À l'adolescence, c'est peut-être plus rare, mais là, on tombe peut-être plus dans la psychologie que dans la musique elle-même. Mais c'est intéressant comme question, là. Je n'ai pas plus de précision à cet égard. C'est sûr qu'auparavant, le rock dans les années 50 était vraiment pour contester l'autorité parentale, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment un phénomène intergénérationnel. On voit des parents aller dans des concerts rock et métal avec leurs enfants. Donc aujourd'hui, c'est une valeur qui se transmet d'une génération à l'autre, alors que, il y a 50 ans, c'était carrément une rupture culturelle entre 2 générations. Donc on voit quand même une évolution.
Je ne connais pas beaucoup la musique rap, mais peut-être que ça aussi, là, il y a un effet rebelle qui... Mais c'est ça, c'est surtout l'esprit de groupe qui se cristallise là, à cet âge-là. Une dernière question. J'avais une question, mais je veux juste donner un petit commentaire sur l'envolée qu'on a parlé au niveau musical. Mhm. Mais en fait, moi, je suis infirmière bloc-opératoire en chirurgie. On a des chirurgiens qui utilisent beaucoup de la musique. Souvent, durant la chirurgie, souvent le patient est endormi. Ouais. On parlait tantôt que ça soit calme. En fait, c'est souvent, on veut que ça soit calme, parce que quand il se réveille, souvent, c'est l'influence de son sommeil, quand c'est parti, qu'elle va être plus agitée. À ce moment-là, il faudrait avoir les goûts musicaux du patient. Mhm. Sinon, il y en a en salle de chirurgie. Puis, exemple, on a des chirurgies, comme je fais beaucoup de chirurgie de cataracte, le patient est conscient, il n'est pas endormi. On a des chirurgiens qui en mettent durant la chirurgie. Il y en a qui aiment mieux être plus concentrés que pour eux, ça les dérange. Mais on a beaucoup de patients qui nous disent que ça les aide, que ça les relaxe, que le fait qu'il y ait de la musique, puis souvent, ben, les personnes plus âgées, on a des chirurgiens qui sont très consciencieux, qui mettent des goûts musicaux un peu adaptés. Là. Puis les patients, justement, ça les occupe, au lieu d'être fixés sur la chirurgie, d'être stressés durant, ben, ça leur permet justement de s'évader. On a quand même ça commence à s'immiscer. Excellent. C'est quand même présent. Puis j'imagine que c'est plus de la musique classique. Mais sans une classique, là, mais on a des chirurgiens très, justement, bon, du beau dommage, c'est un peu adapté OK. à la génération. Ouais. Il y en a qui mettent selon leur goût à eux. Là, non. Mais c'est quand même présent. Mais il y aurait peut-être une étude à faire justement pour quand ils s'endorment, quelque chose qui est plus sûr, ça ne peut pas partir à ce moment-là. Puis ma question Oui. initiale, moi je suis la maman de jeunes enfants, je me demandais à l'école, Ouais. selon moi la flûte, c'est pas le plus facile à apprendre. Oui. Pourquoi il est de l'avant? C'est une bonne question. Je ne sais pas pourquoi c'est dans le cursus scolaire. Ben, c'est vrai que ça coûte pas cher. Ouais. Je pense que c'est le coût plus que la vertu thérapeutique. Là, Dans mon local, ça fait 20 ans que j'enseigne la musique. Je trouve ça intéressant, je suis arrêté, j'ai cédé. Mais la flûte avec, entre autres, c'est la base d'à peu près tous les instruments avant. Que moi j'enseigne, le saxophone, la clarinette, la flûte traversière. Il y a beaucoup de relations, ne serait-ce que dans le souffle, tout ça. Fait que c'est très formateur aussi à cet égard-là. Quand même, nous, quand on a joué à l'université, qu'on apprend à lancer nos élèves, c'est les instruments, le xylophone à une main, puis la flûte avec. C'est vraiment plus le chant. C'est la base de toute la musique qu'on va faire par la suite quand on enseigne. Puis effectivement, ça coûte 7 piastres. Pour vrai, c'est très accessible. Les moyens sont très limités. Il y a même dans plein d'écoles, des profs n'ont pas de locaux pour donner leurs cours de musique. Ils sont là avec des classes titulaires, ils n'ont pas de matériel, ils achètent leur petit truc, puis ils distribuent les instruments. Fait que c'est quelque chose de très, très accessible. ouais. Et sur une flûte, on peut apprendre la gamme musicale, qui est vraiment la base qu'on peut appliquer ensuite sur tous les autres instruments à cordes. La justesse, c'est les mêmes doigts que le saxophone, la flûte, il y a plein de liens à faire par la suite. Fait que plus que les élèves font de la flûte avec, plus c'est facile de faire un transfert dans les cours au secondaire. C'est même mieux de passer par là que de commencer directement avec une trompette pour les Oui, oui. spécialisés. Des fois, on leur donne une trompette en partant, ils sont comme ça. La petitesse de l'instrument aussi. Donc, désolé pour les oreilles de parents sensibles. Merci Jean-François, merci à vous aussi. La prochaine prestation de Carnival, c'est quand? On vient juste d'en faire un pour le show d'Halloween, mais surveillez nos réseaux sociaux là, au printemps. Puis j'ai des albums de Carnival ici à 5 et 10 $ si vous voulez encourager un groupe local. C'est de la musique festive, un peu comme les colocs, mais on est 8 puis ça déménage. Merci. Merci beaucoup. Bravo, Merci, beau public. Oui.